Bonjour. Je vous demande de vous asseoir, de prendre une profonde inspiration. Ce que je vais vous raconter n'est pas facile. C'est l'histoire qui a failli me détruire, mais qui paradoxalement m'a reconstruite. Une histoire d'amour, de confiance et de la trahison la plus absolue. Je m'appelle Claire. Et pendant 10 ans, j'ai cru vivre un amour de conte de fées. Chapitre 1. L'âge d'or. Tout a commencé il y a 10 ans, presque jour pour jour. J'étais demoiselle d'honneur au mariage de ma meilleure amie, Élodie. Marc était le cousin du marié. Je me souviens de tout. De la façon dont la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux de la vieille église, de l'odeur des lys, et de lui, debout près du fond baptismal, mal à l'aise dans son costume bleu nuit, un peu trop large aux épaules. Il n'était pas du genre à faire des discours ou à être le centre de l'attention. Mais quand nos regards se sont croisés, alors que je remontais l'allée après la cérémonie, quelque chose s'est passé. Un de ces moments suspendus, hors du temps. Il a eu un petit sourire timide, et j'ai souri en retour. C'était déjà ça. On s'est retrouvés plus tard, près du buffet. Il est venu vers moi, a pris une olive dans mon assiette d'un air espiègle et a dit « Je parie que tu détestes les olives ». Il avait raison. Comment il le savait ? Tu as cette petite crispation au coin des lèvres quand tu les regardes, a-t-il expliqué. Marc était comme ça. Il voyait les détails que personne ne remarquait. Il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Cette nuit-là, on a parlé pendant des heures. De tout, de rien, de nos rêves d'enfance, de nos peurs secrètes, des livres qui nous avaient marqués. Il voulait être architecte, mais la vie en avait décidé autrement et il travaillait dans la communication. Moi, j'étais bibliothécaire, amoureuse des vieilles histoires et du silence des salles de lecture. On était différents, mais nos différences se complétaient. Il était mon ancre, moi j'étais sa voile. Les 6 mois qui ont suivi ont été un tourbillon joyeux. On se voyait tous les jours. Nos premiers rendez-vous, ce cinéma en plein air où il avait oublié les couvertures et où on s'était blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer. Ce restaurant italien minable où les pâtes étaient immondes mais où on riait tellement qu'on en pleurait, ce week-end improvisé à Deauville en pleine tempête. Chaque moment était une aventure. Au bout de 6 mois, il a emménagé avec moi dans mon petit appartement du 15e arrondissement. Le jour où il a apporté sa dernière boîte de livres, il m'a prise dans ses bras et m'a dit « Maintenant, je suis chez moi. Pas chez toi. Chez moi. » C'était la plus belle déclaration. 2 ans plus tard, on se mariait. Pas un gros mariage. On n'avait pas les moyens et surtout, on n'en avait pas envie. C'était à la mairie du 5e, un jeudi matin d'avril. Il pleuvait. Seulement nos parents et nos témoins. Ma sœur, Sophie, était là, bien sûr. Elle était ma témoin. Elle portait une robe bleue électrique et ne cessait de me serrer dans ses bras en répétant « Je suis si heureuse pour toi, ma grande. Tu mérites le meilleur. » Marc lui souriait, l'appelait « ma petite belle-sœur adorée ». Je me souviens de ces mots, juste après avoir signé le registre. Il s'est penché à mon oreille, et tandis que la pluie crépitait contre les vitres, il a chuchoté « Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Le reste, c'est du décor. » J'ai cru ces mots. Je les ai gravés dans mon cœur. C'était notre serment, à nous. Plus fort que les « oui » officiels. Chapitre 2. La vie d'après. La vie a suivi son cours. Belle, douce, rassurante. On a acheté un appartement plus grand, avec un balcon et assez de place pour ses livres et les miens. On a adopté un chat, un gros matourou qu'on a appelé Socrate. Nos carrières ont progressé. Lui est devenu directeur de projet dans son agence. Moi, j'ai pris la responsabilité d'une section à la bibliothèque. Notre routine était notre sanctuaire. Le vendredi soir, c'était sacré. Soit on essayait un nouveau restaurant, soit on allait au cinéma, soit on commandait des sushis et on regardait un film sur le canapé, blotti sous la même couverture. Le dimanche matin, c'était croissant encore chaud de la boulangerie du coin, la presse étalée sur la table basse et de longues discussions sur tout et rien. On rêvait de voyage,
le Japon, la Patagonie. On faisait des listes dans un carnet. On riait. Mon Dieu, qu'on riait! Il avait un humour absurde, fait de jeux de mots atroces et d'imitations ratées de nos voisins. Il pouvait me faire rire aux larmes rien qu'en levant un sourcil. Et nos disputes? Elles existaient, bien sûr. Des désaccords sur le budget, de l'énervement après une journée de travail difficile, des petites irritations du quotidien. Mais c'était toujours réglé avant le coucher. Une règle non écrite, ne jamais s'endormir fâché. Il me serrait contre lui et murmurait « La paix ?» et tout était oublié. Il était attentionné d'une manière qui ne se voyait pas. C'était lui qui notait quand le paquet de café était presque fini et qui en rachetait sans qu'on ait à le demander. C'était lui qui vidait le lave-vaisselle le matin pour que je puisse traîner un peu au lit. C'étaient les petits mots sur le frigo griffonnés sur des post-it. « N'oublie pas ton parapluie, il va pleuvoir. » Signé « Ton mari qui t'aime. » Ou encore « J'ai repensé à ta tête hier quand tu as vu ce chiot. Tu étais trop mignonne. » Je me sentais en sécurité, aimée, vue, chérie. L'édifice de notre vie était solide, bâti sur une confiance absolue. Je n'aurais jamais imaginé, pas une seconde, vérifier les fondations. Chapitre 3. Les premières fissures. Les premiers signes sont arrivés, je dirais, environ 1 an avant que tout ne s'effondre. Des micro-événements, des changements d'humeur, des détails si infimes que mon cerveau les a enregistrés comme de simples fluctuations de la vie et non comme des alertes. D'abord, son téléphone. Marc avait toujours été très détendu avec son téléphone. Il le laissait traîner sur la table du salon, sur la table de nuit. Des fois, c'était moi qui lui apportais quand il sonnait. Puis, progressivement, il a commencé à le garder sur lui, dans sa poche. Et quand il le posait, c'était toujours écran contre la table. Une fois, alors qu'il était sous la douche, son téléphone a vibré. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil. L'écran affichait « Notification, Sophie ». J'ai trouvé ça sympa. Ma sœur et mon mari qui s'entendaient bien. Je me suis dit qu'ils parlaient peut-être pour organiser une surprise pour mon anniversaire. Quelques semaines plus tard, j'ai remarqué qu'il changeait son code de déverrouillage plus souvent. Je lui en ai fait la remarque. Un matin à la cafetière. « Encore ? Tu deviens parano ?» Il a eu un mouvement d'agacement, presque imperceptible. « Non, c'est à cause d'une alerte sécurité au boulot. On nous a demandé de renforcer les mots de passe. Faut pas déconner avec ça. » Son ton était sec. J'ai haussé les épaules. « D'accord, monsieur le sécurité. » Il est aussi devenu plus distant, plus fatigué. Il disait que le boulot était intense. De nouveaux clients, des dossiers complexes qui demandaient des heures supplémentaires. Nos vendredis soirs sacrés ont commencé à être annulés. « Je suis crevée, chérie. Tu veux bien qu'on reste à la maison ? On se fait une pizza, on se pose ?» Bien sûr que je voulais bien. Je m'inquiétais pour lui. Je lui massais les épaules, je lui préparais des thés. Je l'encourageais à prendre du temps pour lui. C'est là qu'est apparu le quiz sport. Il a annoncé qu'il s'était inscrit à un club de badminton avec des collègues. Le jeudi soir, il en revenait toujours épuisé mais de bonne humeur, presque euphorique. Il parlait de super match, de super ambiance. Une fois, il est rentré en disant « Waouh, c'était trop ouf ce soir !» L'expression m'avait surprise. Trop ouf ? Ce n'était pas dans son registre habituel. Je lui avais souri. Le badminton, ça te rend branché, on dirait. Il avait ri, un peu forcément. Ouais, avec les jeunes de l'agence, on se laisse entraîner. Je regardais cet homme, mon mari, et je voyais de légers changements. Une nouvelle chemise, un peu plus trendy. Une coupe de cheveux différente. Une playlist sur Spotify avec des titres de rap que je ne lui connaissais pas. Je trouvais ça bien. Je me disais qu'il s'ouvrait, qu'il évoluait, qu'il restait jeune. J'étais fière de lui. Jamais le mot « infidélité » ne m'a effleuré l'esprit. La confiance est un voile merveilleux et terrible. Il adoucit les angles, donne aux ombres une apparence rassurante et vous persuade que le sol sous vos pieds est toujours aussi solide. Chapitre 4. La boîte de Pandore. Le jour où tout a basculé était un mardi. Un mardi parfaitement banal, gris et pluvieux de novembre.
Marc était en déplacement professionnel à Lyon pour 2 jours. Une nuit à l'hôtel. Il m'avait appelé la veille au soir. Sa voix était calme, normale, un peu fatiguée. Tout se passe bien, la réunion était chiante. Je pense à toi. Dors bien, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, avais-je répondu avant de raccrocher. La journée avait été longue à la bibliothèque. En rentrant, l'appartement m'a paru étrangement silencieux, trop grand sans lui. Le chat ronronnait autour de mes jambes, réclamant sa pâtée. J'ai mangé un bol de soupe seul devant un épisode d'une série que je ne regardais même pas. J'avais cette sensation de vide, de léger ennui d'une soirée solo. C'est là que l'idée m'est venue. Faire du tri. Un grand ménage. Profiter de son absence pour faire une surprise à Marc. Ranger le dressing, ce capharnaüm dont on parlait depuis des mois. J'ai mis de la musique, j'ai roulé mes manches et je me suis lancée. Je suis méthodique. J'ai tout sorti, vêtement par vêtement. Les vieux t-shirts qu'il ne portait plus, les chemises défraîchies. Et puis, tout en haut de l'armoire, derrière les couettes d'hiver, il y avait ce carton. Le carton à cringe, comme il l'appelait. Une boîte en carton marron, scotchée, pleine de ses souvenirs d'avant-moi. Des photos de ses ex, de ses voyages en backpacker, de ses années fac. On en rigolait parfois. Un jour, on l'ouvrira ensemble en buvant une bonne bouteille de vin et tu vas voir le jeune con que j'étais, disait-il. Ce jour n'était jamais arrivé. Ce soir-là, j'ai pensé que ce serait une belle surprise. Lui montrer que j'avais trié, rangé, mis de l'ordre dans son passé. Que j'acceptais tout de lui, même le jeune con qu'il avait été. J'ai descendu le carton. Il était lourd, poussiéreux. J'ai coupé le scotch avec des ciseaux. L'odeur du vieux papier et du temps passé s'est échappée. C'était un fouillis charmant et désordonné. Des photos de classe, des billets de concert, des cassettes audio, des lettres, un vieux carnet de notes à la couverture usée. Et puis, tout en bas, sous une pile de t-shirts du lycée, il y avait autre chose. Quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Un ordinateur portable. Un vieux MacBook, de ces modèles en plastique blanc, rayé et usé. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Ce n'était pas l'ordinateur qu'il utilisait pour le travail, ni son ordinateur portable récent. C'était un reliquaire. Mon cœur a fait un petit bond désagréable. Une curiosité malsaine, une petite souris inquiète, a commencé à grignoter le bord de mon esprit. Pourquoi cet ordinateur était-il là, caché, enterré comme un secret ? Pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé ? Qu'est-ce qu'il contenait de si précieux ou de si honteux pour qu'il mérite une telle sépulture ? Je l'ai sorti avec précaution. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger. Je l'ai branché. La petite lumière blanche s'est allumée et l'appareil a émis un bourdonnement faible, le bruit caractéristique d'un disque dur qui peine à démarrer. Le son a semblé déchirer le silence feutré de l'appartement. J'avais les paumes moites. L'écran de connexion est finalement apparu. Un champ de mots de passe, bien sûr. J'ai essayé les codes habituels. Sa date de naissance, refusé. La mienne, refusé. La date de notre mariage, refusé. L'anniversaire de notre rencontre, refusé. J'ai essayé le nom du chat, Socrate, refusé. Une boule d'anxiété commençait à se former dans mon estomac. J'étais sur le point de tout abandonner, de remballer cet ordinateur maudit et d'essayer d'oublier cette mauvaise idée. C'était son passé, après tout. J'avais peut-être tort de fouiller. C'est à ce moment-là que mon regard est tombé sur le vieux carnet de notes, posé à côté du carton ouvert. Je l'ai pris, je l'ai feuilleté machinalement. C'était plein de ces gribouillis d'étudiants, de schémas, de citations. Et puis, sur la toute dernière page, presque dans la reliure, griffonnés au crayon à papier, si légers qu'ils étaient presque effacés, il y avait une série de chiffres et de lettres. S0PH1EM4RC. Le sang s'est glacé dans mes veines. Sophie. Marc. C'était le nom de ma sœur et le sien, écrit dans une sorte de code. C'était stupide, me suis-je dit. C'était sûrement un vieux truc, une idée de projet, un jeu de mots. Mais la petite souris inquiète était devenue un rongeur tenace. La main tremblante, j'ai saisi la série sur le clavier.
S 0 P H 1 E Esperluette M 4 R C. J'ai appuyé sur Entrée. L'écran a clignoté une fois, puis s'est illuminé. Le bureau est apparu. Il était déverrouillé. J'avais ouvert la boîte de Pandore. Chapitre 5. La chute. Le bureau de l'ordinateur était presque vierge. Quelques dossiers, une icône pour un cloud, rien qui ne paie de mine. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour affolé dans ma poitrine. Je savais que je franchissais une ligne, que je ne pourrais plus jamais faire marche arrière. Mais c'était plus fort que moi. J'ai cliqué sur le dossier principal. Il s'appelait « Projet ». À l'intérieur, un seul fichier, un document Word. Son nom m'a transpercé comme une lame de glace. Il s'appelait « Pour elle ». Pour elle. Pas pour moi. Pas pour nous. Pour elle. Un froid intense m'a envahi, des pieds à la tête. J'ai double-cliqué. Le document s'est ouvert. C'était une lettre. Des pages et des pages. Des dizaines de pages. Et elle commençait comme ça. Ma chère Sophie, chaque jour loin de toi est une éternité. Je repense à notre dernier jeudi, à ton rire, à la façon dont la lumière du soir caresse tes cheveux quand tu es allongé sur mon épaule. Ces moments sont mon oxygène. Je n'ai pas pu lire plus loin. Le monde a vacillé, la pièce a basculé. Sophie. Ce nom a explosé dans mon crâne, répété en écho, devenant une incantation horrible. Sophie. Ce n'était pas une collègue. Ce n'était pas une inconnue. Ce n'était pas une ex dont il m'avait parlé. Sophie, c'était ma sœur cadette, ma petite sœur. Celle que j'avais protégée à l'école des brutes. Celle à qui j'avais appris à faire du vélo. Celle qui était venue vivre chez nous, Marc et moi, pendant 6 mois entiers après sa rupture dévastatrice avec son copain. Celle qui partageait nos repas de Noël, nos vacances en famille, nos secrets les plus intimes. Celle dont je croyais être la plus proche confidente. Marc et Sophie. Les mots dansaient devant mes yeux, flous, déformés par les larmes qui commençaient à monter. Je forçais mes yeux à lire, parcourant les pages, sautant des passages, en absorbant d'autres. Notre amour est un secret si lourd à porter, mais si précieux. Chaque regard échangé à table, chaque frôlement discret sous la nappe, est un risque fou que nous prenons. Je regrette chaque jour de l'avoir épousée. Elle, c'était une erreur de jeunesse. Toi, tu es la femme de ma vie, la seule et l'unique. Notre petit rituel du jeudi soir est la seule chose qui me garde en vie. Ces heures volées dans notre chambre d'hôtel sont mon paradis. Les jeudis soirs, c'est parties de badminton. Les chambres d'hôtel. Tout s'éclairait d'un coup, dans un flash de douleur pure et insoutenable. La distance. Le téléphone toujours sur lui. La fatigue, les nouvelles expressions, la nouvelle chemise, la playlist. Tout prenait un sens atroce, cruel, parfaitement logique. J'avais été aveugle. Non, pire, j'avais été complaisante. J'avais tissé moi-même le linceul de ma confiance. Je suis tombée sur un passage où ils décrivaient leurs projets, leur avenir. Je prépare mon départ. C'est compliqué, il faut que je m'y prenne bien. Elle est fragile, tu le sais. Mais bientôt, je serai libre. Libre de vivre au grand jour mon amour pour toi. Et la dernière phrase, celle qui m'a achevée, anéantie, réduite en poussière. Il avait écrit « Je rêve du jour où je pourrai t'appeler ma femme, devant tout le monde. » J'ai fermé l'ordinateur d'un coup sec, comme si l'écran lui-même pouvait me brûler. Je me suis levée d'un bond, la tête qui tournait. Je suis allée en titubant jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi, des convulsions sèches et douloureuses qui ne soulagèrent rien. Puis je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était décomposé, blême, les yeux rougis, le mascara coulant en traînées noires. Je ne voyais plus qu'une idiote, une dupe, une femme trahie par les 2 piliers de son existence, mon mari et ma sœur, l'homme de ma vie et la personne qui partageait mon sang. L'identité de la maîtresse m'avait anéanti. Ce n'était pas une rivale, c'était un double meurtre, un effondrement de tout mon univers, de ma famille, de mon histoire, de ma propre identité. Qui étais-je si la personne que j'aimais le plus au monde et celle en qui j'avais le plus confiance
s'était ligué contre moi dans le plus intime des mensonges. Je suis restée là, je ne sais combien de temps, effondrée sur le carrelage froid du couloir, à regarder le mur sans le voir. La pluie frappait contre la fenêtre du salon, un bruit monotone et désespéré. L'appartement, notre nid douillet, était devenu une prison, un mausolée de tous mes rêves brisés. Le silence était assourdissant, écrasé par le vacarme des mots que je venais de lire, qui tournaient en boucle dans ma tête comme une mélodie diabolique. Pour elle, ma chère Sophie, je regrette de l'avoir épousée. Notre chambre d'hôtel, ma femme. J'étais anéantie, vraiment, complètement. Il ne restait plus rien de la femme que j'étais 1 heure plus tôt. Elle était morte, enterrée sous les décombres de sa vie. Et au milieu de ce chaos, une question, une seule, a commencé, à émerger du brouillard de ma douleur. Une question qui allait dicter les heures, les jours, les semaines à venir. Une question terrifiante et essentielle. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis restée sur ce carrelage froid pendant des heures. La nuit était tombée, l'appartement était plongé dans l'obscurité, seulement troublé par les lueurs orangées de la ville qui filtraient through les rideaux. Mon corps était engourdi, mais mon esprit tournait à une vitesse folle, comme un ordinateur en surchauffe qui tenterait de traiter l'inexplicable. La question tournait en boucle. Qu'est-ce que je vais faire ? Les options se bousculaient, violentes, désordonnées. Option 1, la confrontation immédiate. L'appeler, lui hurler dessus, lui cracher ma douleur au téléphone, lui dire que je savais tout, que je le haïssais. Mais à quoi bon ? Il était à Lyon, dans une chambre d'hôtel, probablement en train de lui écrire une autre de ses lettres d'amour. Et puis, la confrontation au téléphone, c'était trop facile, trop impersonnel pour une trahison aussi intime. Option 2, faire semblant, tout ranger, remettre l'ordinateur dans le carton, faire comme si de rien n'était, attendre son retour, sourire, l'embrasser et jouer la comédie, recueillir plus de preuves, devenir une espionne dans ma propre vie. Cette idée me soulevait le cœur. La proximité physique avec lui me semblait soudain insupportable. Option 3. La fuite. Prendre une valise, embarquer le chat et disparaître. Laisser une note. Ou ne rien laisser du tout. Partir chez une amie, à l'hôtel. Me soustraire à cette réalité toxique. C'était tentant, très tentant, mais c'était leur laisser la victoire. C'était leur laisser notre appartement, notre vie. Alors, une 4e option a commencé à germer dans mon esprit, une option froide, calculée, née du choc et de la colère qui commençaient à remplacer la stupeur. Option 4. La piège. Je ne partirai pas, et je ne dirai rien, pas tout de suite. Je me suis levée, les jambes flageolantes. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. Dans le miroir, mes yeux n'étaient plus ceux d'une victime effondrée. Ils étaient ceux d'une femme en guerre. Une guerre silencieuse. J'ai agi méthodiquement, avec une froideur qui m'effrayait moi-même. J'ai soigneusement essuyé l'ordinateur pour enlever mes empreintes. Je l'ai remis exactement comme je l'avais trouvé, au millimètre près, au fond du carton. J'ai refermé le carton avec du scotch neuf, en reproduisant le plus possible la façon dont il était scotché avant. Je l'ai remis à sa place, derrière les couettes. Ensuite, je suis allée sur mon propre ordinateur. J'ai passé le reste de la nuit à chercher des moyens de localiser un téléphone, des applications espions, des moyens légaux de récupérer des messages. Je me suis renseignée sur le divorce, la séparation de biens. J'étais devenue une machine. La douleur était toujours là, une boule brûlante dans ma poitrine, mais je l'utilisais comme un carburant. Le lendemain, mercredi, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. J'ai passé la journée à établir mon plan. Je devais être une actrice parfaite. Son retour était prévu pour le jeudi soir. Chapitre 6. Le retour du traître. Jeudi, 19h. La clé a tourné dans la serrure. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Non pas d'excitation, mais d'appréhension et de rage contenue. « Salut, chérie, je suis rentrée. » Sa voix était joyeuse, détendue. La voix d'un homme qui revient d'un déplacement professionnel banal. La voix d'un homme qui n'a pas passé les dernières 48 heures à détruire sa femme. Il est entré dans le salon, son sac de voyage à la main.
il a posé un paquet sur la table. Je t'ai rapporté des pralines de Lyon. Je me suis levée du canapé, un sourire figé sur les lèvres. Un sourire qui me faisait mal aux joues. Oh, c'est gentil. Tu t'es bien amusée à Lyon? As-tu bien baisé ma sœur en pensée en mangeant tes pralines? Il m'a embrassée sur la joue. Ses lèvres m'ont brûlée. Bof, tu sais, les séminaires, c'est toujours la même chose. Des réunions interminables et un hôtel miteux. Je suis content d'être rentrée. Menteur. Tu étais dans un hôtel avec elle. Tu l'as appelée ma femme. La soirée a été un chef-d'œuvre de duplicité. Je lui ai demandé des détails sur ses réunions. Il a inventé des noms de clients, des projets. Il était fluide, convaincant. Il avait l'habitude de mentir. Cette réalisation a été un nouveau coup de poing. Je l'ai observé. Vraiment observé. La façon dont il vérifiait son téléphone discrètement. Le sourire imperceptible qui flottait sur ses lèvres quand une notification arrivait. La façon dont il évitait mon regard par moments. Les signes étaient si évidents, maintenant que je savais. Au fait, j'ai commencé à ranger le dressing hier, ai-je dit en mangeant une praline. Il a sursauté, presque imperceptiblement. Ah bon? Oui, j'ai même sorti ton vieux carton à cringe. Je me suis dit qu'on pourrait le regarder ce week-end, avec une bonne bouteille de vin, comme tu avais toujours dit. Son visage est devenu légèrement pâle. Il a forcé un rire. Ha ha, oh là là, ce carton, je ne suis même pas sûre de ce qu'il y a dedans. Des trucs vraiment gênants, probablement. Tant mieux, ai-je répondu avec un sourire que j'espérais enjouer. J'aime te voir gêné. Je jouais avec le feu. Je tendais des pièges subtils. Et il tombait dedans, à chaque fois. Chapitre 7. La collection d'épreuves. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar éveillé. Je vivais une double vie. En surface, j'étais Claire, la femme aimante et un peu inquiète pour son mari surmené. En dessous, j'étais l'inspectrice de ma propre tragédie. J'ai investi dans un petit dictaphone que j'ai caché dans le salon. J'ai noté ses allées et venues. Ces séances de sport du jeudi soir étaient sacrées. Jamais une annulation. Un jeudi, j'ai tenté de le suivre. J'ai vu sa voiture se garer non pas près d'un gymnase, mais près d'un hôtel discret en proche banlieue. J'ai attendu. 1 heure plus tard, je l'ai vu ressortir, suivi de ma sœur, Sophie. Ils se tenèrent la main. Ils se sont embrassés avant de monter dans leurs voitures respectives. Les voir en chair et en os, ensemble, a été une nouvelle vague de nausées. La théorie était devenue une réalité brutale et viscérale. Je me suis connectée à notre compte téléphonique familial. J'ai noté les numéros qui revenaient le plus souvent. Un numéro en particulier, plusieurs fois par jour, parfois pendant des heures le soir, où il disait « Travailler au bureau ». Je l'ai appelé depuis une cabine. C'était la messagerie de Sophie. « Salut, c'est Sophie, laisse un message ». Sa voix, si familière, si chère, m'a transpercée comme une traîtrise. Chaque preuve était un nouveau coup de couteau. Mais je les collectionnais avec une détermination morbide. Chaque détail s'ajoutait au dossier que je constituais mentalement et physiquement dans un dossier caché sur mon ordinateur, protégé par un mot de passe qu'il ne pourrait jamais deviner. Pendant ce temps, la vie continuait. Un dîner de famille pour l'anniversaire de notre mère. Marc et Sophie, assis l'un à côté de l'autre, échangeant des regards complices, se passant discrètement le sel, se souriant. Les voir jouer cette comédie, sous le nez de notre famille, était d'une perversion insoutenable. À un moment, Sophie m'a prise à part. « Ça va, ma grande? Tu as l'air un peu fatiguée. » La sollicitude dans ses yeux était si bien jouée. J'ai eu envie de lui cracher à la figure, de lui hurler « Je sais pour toi et mon mari, salope !» Mais j'ai souri. « Oh, tu sais, le boulot. Et Marc est si fatigué en ce moment. » Elle a posé sa main sur mon bras. Un geste de réconfort. Un geste empoisonné. « Il travaille trop, le pauvre. Il faut que tu prennes soin de lui. » L'ironie était si cruelle que j'ai cru m'évanouir. « Je vais m'occuper de lui, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de vous deux. » Chapitre 8. L'épilogue.
La confrontation. J'ai tenu un mois entier à vivre dans ce mensonge, à nourrir mon serpent de douleur et de colère. J'avais assez de preuves, assez pour les détruire, assez pour me reconstruire. J'ai choisi un samedi après-midi. Il faisait beau, ironiquement. Marc était tranquillement installé sur le canapé, en train de lire le journal. « Marc, on doit parler. » Mon ton était calme, plat, trop calme. Il a levé les yeux, intrigué. « Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis assise en face de lui. Je tenais une enveloppe à la main. « Je vais être directe. Je sais pour toi et Sophie. » Le silence qui a suivi a été l'un des sons les plus lourds que j'ai jamais entendus. Sa figure s'est décomposée. La panique puis le déni sont passés dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles ?» Je n'ai pas cédé. « Je parle de vos jeudis soirs, de vos chambres d'hôtel, de la lettre. Pour elle, celle où tu dis que regretter de m'avoir épousée, que c'était une erreur de jeunesse, que tu rêves de l'appeler ta femme. » Chaque mot était un clou que j'enfonçais dans son cercueil. Son visage était devenu cireux. Il avait l'air d'un poisson hors de l'eau, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun son ne sorte. « Claire, je peux expliquer. » « Explique alors. » Ma voix était toujours aussi calme, mais glaciale. « Explique-moi comment tu as pu faire ça avec ma sœur. Explique-moi comment tu as pu me regarder dans les yeux tous les jours et me mentir. Explique-moi comment tu as pu écrire ces mots. » Les larmes ont jailli de ses yeux. Des larmes de peur, de honte, pas de remords. Pas encore. C'est arrivé comme ça. Après sa rupture, elle était si fragile. On se rapprochait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. « Ne me sors pas cette excuse pathétique !» ai-je craché, ma colère commençant enfin à percer. « Vous avez planifié ça. Vous avez menti, trompé, dans mon dos, pendant plus d'1 an, dans notre lit, pendant que je la réconfortais. » Je lui ai jeté l'enveloppe. Des copies des relevés téléphoniques, des photos de son véhicule garé près de l'hôtel, des extraits de la lettre que j'avais imprimée. « Je veux que tu partes, maintenant. Prends tes affaires et va chez elle, puisque c'est ta femme. » Il a sangloté, il a supplié, il a dit que c'était une erreur, qu'il m'aimait, que c'était fini avec Sophie, c'était méprisable. « C'est trop tard, Marc. Tu as détruit tout ce qu'on avait bâti. Tu as souillé chaque souvenir. Tu as brisé ma confiance. Et pire encore, tu as brisé ma famille. Maintenant, sors. » La confrontation avec Sophie a été différente, plus vicieuse. Au téléphone, elle a d'abord nié, puis, quand je lui ai dit que je savais tout, elle s'est mise en colère, contre moi. « Tu n'as jamais été à la hauteur pour lui. Tu es trop prévisible, trop tranquille. Il a besoin de passion, de vie. » Son venin ne m'a pas atteinte. J'étais au-delà de sa méchanceté. « Profite de ta passion, Sophie. J'espère que ça en vaut la peine, parce que tu viens de perdre une sœur. » J'ai raccroché. Je ne lui ai plus jamais parlé. Chapitre 9. La reconstruction. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. La colère a cédé la place à une tristesse abyssale, un chagrin pur pour l'amour que j'avais perdu, pour la sœur que je pleurais comme si elle était morte, pour la vie que j'avais imaginée. J'ai entamé une thérapie. J'ai appris à distinguer ma douleur de leur trahison. J'ai réalisé que leur acte disait tout sur eux et rien sur ma valeur. Le divorce a été long et amer. Marc a tenté de se rétracter, de minimiser, mais mon dossier de preuves était solide. J'ai gardé l'appartement. Aujourd'hui, cela fait 1 an. 1 an depuis ce mardi pluvieux. Je ne suis pas encore guérie. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles laissent des cicatrices. Mais les cicatrices sont la preuve qu'on a survécu. Je ne les ai jamais revues. Ils vivent ensemble, m'a-t-on dit. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Leur bonheur ou leur malheur ne m'appartient plus. J'ai appris à me redécouvrir, à être seule sans être solitaire. J'ai renoué avec des amis, avec des passions que j'avais délaissées. J'ai voyagé seule. Au Japon, justement. Je suis plus forte, différente.
plus méfiante, peut-être, mais aussi plus lucide. La trahison vous vole votre innocence, mais elle peut vous offrir en échange une forme de sagesse brutale. Je sais maintenant que les fondations les plus solides peuvent cacher des failles. Je sais que l'amour n'est pas une garantie, mais un choix quotidien que deux personnes doivent faire, chaque jour. Mon histoire n'est pas celle d'une victime, c'est celle d'une survivante. Ils m'ont anéanti, oui, mais on peut renaître de ses cendres, plus forte, plus vraie, et avec la conviction que même après la trahison la plus profonde, on peut retrouver la lumière. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de votre cœur. Et n'oubliez jamais votre valeur. Elle ne dépend jamais de l'amour que quelqu'un est capable ou incapable de vous donner.